Bienvenue les amis, bienvenue sur la toile. Il fait beau, il fait chaud, je passe de très bonnes vacances, merci de vous en soucier, et puis je passe mon temps à écouter de la musique, à aller dans les magasins de guitare, à voyager, donc c'est super sympa. Et au passage, je regarde quelques films. Je pensais revenir ici pour vous parler plutôt musique justement, vous parler du dernier album d'Extrême, tout ça, ça va venir. En attendant, il y a une actualité cinématographique chargée, le dernier volet de Mission Impossible qui était tout bonnement excellent, j'ai adoré, mais on en reparlera plus tard sur cette chaîne, peut-être à l'occasion d'une rétro sur toute la saga, qui sait. En attendant, on est là pour parler de Oppenheimer, ce dernier film de Christopher Nolan, ce gros blockbuster estival. Alors autant le dire tout de suite, moi j'ai pas aimé, en préambule, je préfère vous prévenir, j'ai pas aimé du tout, et je suis là pour parler de, à mon avis, de tout ce qui ne va pas avec ce film. Vous allez peut-être entendre, si vous êtes un gros défenseur, un fan absolu de Christopher Nolan, quelques termes qui vont aller à l'encontre de vos convictions, donc n'hésitez pas à arrêter tout de suite cette vidéo. Après, je vais vous répéter en préambule ce que je répète tout le temps, c'est que c'est pas mon avis qui compte. Moi, je suis un tout petit insecte dans le monde de YouTube. Ce qui compte, c'est votre avis. Si vous avez très bien reçu ce film, que vous l'avez adoré, que vous avez adoré cette proposition de Nolan, ben c'est vous qui avez raison. Je le dis souvent dans les commentaires, ouais, t'as raison, parce que je pense que personne n'a raison, personne n'a tort. C'est mon avis, mon modeste avis sur ce film. Si vous avez adoré, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fera très plaisir de vous lire, comme toujours. Maintenant, ce film, je l'ai découvert avant-hier soir, dans une salle blindée. Et ouais, je vous dis tout le temps que les salles sont à moitié pleines, que depuis le Covid, c'est pas vraiment reparti. Bah là, pour le coup, j'ai fait la queue. On a fait une longue queue pour ce film, qui, à mon avis, je vous le dis franchement, n'est pas fait pour marcher en salle. Moi, j'ai vraiment à tel point mal reçu cette proposition que je me demande comment ce film pourrait vraiment avoir une vraie carrière. Ceci dit, je pense qu'en France, il aura une vraie carrière parce qu'il va bénéficier du débord Barbie. Parce que quand vous pointez dans les cinémas à 19h et qu'on vous dit que la séance pour Barbie est pleine, y compris celle de 21h, vous êtes en droit de vous dire qu'il y a des gens quand même qui sont au cinoche, qui se disent, bon, qu'est-ce qu'on va aller voir, à défaut d'aller voir Margot Robbie? Oppenheimer, pourquoi pas. Le dernier Nolan. La salle dans laquelle j'étais, franchement, c'était un petit peu... voilà, c'est pas sorti de la salle enthousiasmé. C'est mon avis, mon sentiment. J'ai pas eu l'impression que les gens avaient été portés par ce film. Mais on va en parler tout de suite. On va se faire une petite rétro Nolan très rapide, parce que Nolan, on en a déjà parlé à l'occasion de la sortie de Tenet, que j'avais déjà pas aimé. Ma compagne, quand on est sorti de la salle, m'a dit « Mais tu persistes à vouloir aller voir des films de Nolan ?» Oui, je persiste à aller voir des films de Nolan. J'avais pas mal d'attentes sur ce Oppenheimer. Attente, bien évidemment, un petit peu déçue. Pour le coup, Christopher Nolan, c'est un réalisateur très jeune. Très jeune, on peut dire ça. Il est né en 70, donc le mec, il a la petite cinquantaine bien tassée. Une longue carrière déjà derrière lui, Following en 98, c'est son premier vrai film, ça ressemble un peu à un film d'études, fin d'études en école de cinoche, c'est mon avis. C'est déjà un film de petit malin, et c'est un truc que je reproche régulièrement à Nolan, c'est qu'il essaye toujours de faire un cinéma de petit malin, d'en donner aux spectateurs, de faire une belle mise en scène, mais dans le même temps, on essaye toujours de jouer la carte un petit peu de l'auteur. Ça se sent déjà dès The Following, ça se sent aussi en 2000 avec Memento, un film que j'adore, je le trouve vraiment brillant, mais là encore, la forme prime un peu sur le fond. Finalement, c'est un film relativement basique, mais qui est monté de manière extrêmement habile. J'avais adoré. Plus tard, Insomnia, que j'avais trouvé vraiment bon, très bonne partition de Pacino. D'ailleurs, Pacino porte ce film, tout comme le regrettait Robin Williams d'ailleurs, et c'était vraiment une péloche que j'adore. D'ailleurs, je vous le dis ici, je vais critiquer Christopher Nolan un petit peu, mais c'est un metteur en scène que je suis. J'avais acheté ses films en DVD, puis en Blu-ray, puis je les ai rachetés dernièrement en 4K. Bon, dans un coffret, donc y compris Tenet, donc je suis quand même ce réalisateur depuis Memento, Insomnia, et puis bien entendu Batman Begins en 2005, je crois. Batman Begins, qui est pour moi un très bon film, où on voit déjà à quel point Christopher Nolan se prend pour un auteur et veut un petit peu s'éloigner du matériau d'origine. C'est un petit peu ce que je lui reprocherais, c'est-à-dire quand on a le personnage de Ra's al Ghul et qu'on l'utilise pas pleinement, qu'on en fait juste un espèce de chef mafieux, c'est un petit peu dommage. Franchement, ne pas utiliser ce personnage millénaire qui a traversé les siècles, c'est vraiment dommage. Au passage, on voit aussi les limitations de l'époque de Nolan en termes de mise en scène des scènes d'action. Moi, je trouve, sur Batman Begins, ça se sent particulièrement. Mais bon, plus tard, c'est Le Prestige. Le Prestige qui est un film que j'adore. Alors là, pour le coup, c'est très étrange, parce que Christopher Nolan essaye toujours d'ancrer son cinéma dans un certain réalisme, y compris dans ses Batman. On n'est jamais trop dans le délire, on est plus dans un James Bond, un héros avec des gadgets en permanence. Et dans Le Prestige, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on va jouer avec ça, on va essayer de faire un film très réaliste, on va vous parler de l'illusion, et donc en permanence, on va avoir deux magiciens qui s'affrontent, c'est juste... énorme ce film, et puis on va vous parler d'illusions tout du long, donc vous vous demandez vous comment les tours ont été faits, tout ça, et puis à la fin on plonge ouvertement dans le fantastique. J'ai adoré
un fantastique mêlé de science, c'est génial à la fin, non, on ne réfute pas l'argument fantastique, il y a vraiment de la magie, une certaine forme de magie assez cruelle, assez violente. Bref, pour moi, ce film tient tout entier sur sa conclusion, c'est un film éblouissant. Et puis Dark Knight, le meilleur Batman, selon beaucoup de personnes, y compris un de mes collègues avec qui je discutais hier soir, il me dit, surtout avec la prestation d'Heath Ledger, bien sûr la prestation d'Heath Ledger, mais le film se tient, il est juste impeccable. Inception, que j'ai appris à aimer à la première vision, je l'avais pas trop apprécié ce film, et puis petit à petit, j'ai appris à vraiment l'apprécier, je le trouve vraiment bien. Le Dark Knight Rises, qui pour moi souffre un peu d'un défaut de temporalité dans le film, on a voulu trop en mettre, ça s'étend sur... Ça aurait nécessité sans doute 2 films, je trouve ça dommage qu'on ait contracté ça sur un seul métrage. Et puis Interstellar en 2014, c'est là que le côté minéral du cinéma de Nolan s'affirme, je trouve. Nolan, c'est un petit peu comme Villeneuve, c'est un cinéma que je trouve un peu froid, parfois clinique, on en oublie des fois... la chaleur inhérente à certains personnages. Je trouve que dans Interstellar, par exemple, les relations familiales de Matthew McConaughey, notamment avec sa fille et tout ça, ça fonctionne pas trop. Enfin, moi, ça me touche pas trop. Le film reste très bon, techniquement, c'est éblouissant, c'est juste magnifique. Mais ça me laisse un peu froid. Interstellar, c'est pas ce que j'ai préféré. Dunkerque, plus tard, c'est un peu pareil. Je suis pas trop touché par les personnages, donc j'ai un bon film de guerre, je le suis sans déplaisir, j'aime beaucoup Dunkerque. C'est assez malin. Encore une fois, un film de petit malin, avec ces 3 lignes temporelles qui se superposent. C'est vraiment pas mal, mais dans le style film de guerre, il y en a d'autres que je préfère. Bref, Dunkerque, film sympa, voilà. Et puis Tenet, grosse déception donc, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, là pour le coup, je trouve que Christopher Nolan, vraiment, on lui a dit « t'es un génie ». C'est un syndrome, hein, chez plein de réalisateurs aujourd'hui, on va leur dire « t'es un génie », et certains vont malheureusement tomber dans le piège, finir par y croire. C'était le cas de Christophe Gans, ça a été le cas de tout un tas de réalisateurs qui ont cru être les nouveaux Kubrick, et ça fonctionne pas forcément, faut des fois rester un petit peu modeste. Là, pour le coup, je trouve que Tenet, Christopher Nolan est arrivé à faire « moi, je vais vous faire un James Bond, je vais vous montrer comment on fait, je vais utiliser un artifice du jamais vu au niveau de la mise en scène », et il n'y a rien qui fonctionne dans ce film. C'est plutôt bien filmé, hein, plutôt bien joué, comme d'habitude, forcément, mais ça tourne un peu à vide, les scènes d'action, d'anthologie qu'on nous avait promis, ça fonctionne pas du tout. Bref, de l'ennui ferme sur une péloche qui était censée révolutionner le film d'action, ça marche pas du tout, selon moi. Et donc, on en vient à ce Oppenheimer. Oppenheimer, 3 heures au compteur, un très grand film qui est censé être un biopic sur le créateur de la bombe atomique. Voilà ce qu'on nous promettait. Pour vous dire la vérité, j'étais pas chauffé au début, hein, quand j'avais vu la première bande-annonce, je me suis dit, ouais, non, Nolan, on l'a perdu. Quand j'ai entendu l'annonce du projet, je me suis dit, un biopic sur Oppenheimer par Nolan, sans moi. Et puis j'ai vu la seconde bande-annonce, et là, pour le coup, j'ai été un peu happé. Je me suis dit, ah non, mais il y a moyen de faire un truc vraiment chouette. La bande-annonce m'avait totalement bluffé. Je m'étais dit, non, en fait, je suis chauffé, quoi. J'avais envie d'y aller. Et finalement, quand on s'est pointé dans la salle, je me suis dit, bah, je vais me prendre 3 heures d'un très grand biopic sur la vie d'Oppenheimer. Alors, autant le dire tout de suite, qu'est-ce qui fonctionne dans ce film, qu'est-ce qui m'a plu? On va commencer par ça. En premier lieu, la mise en scène. Enfin, on va parler de réalisation, parce que pour le coup, pour moi, la mise en scène, c'est vraiment la façon de concevoir l'esthétique du film, c'est la façon de concevoir aussi le montage, et vous allez voir que c'est, selon moi, ce qui pêche un peu dans ce projet. Donc au niveau de la réalisation, Christopher Nolan, il sait y faire. C'est très très beau, comme d'habitude, c'est-à-dire que vous avez une simple entrée, le couple vient découvrir sa nouvelle maison, et puis vous allez voir... un plan, jamais le même plan, on pose pas sa caméra, non, on a décidé de filmer à l'intérieur de la voiture, tel visage, telle voiture de l'extérieur. Enfin, en permanence, ça bouge, c'est très agréable. Ça ajoute peut-être un petit peu au problème dont je vais vous parler par la suite, mais toujours est-il qu'au niveau de la pure réalisation, c'est propre, c'est bien éclairé, c'est magnifique. Et les acteurs répondent tous présents, c'est magnifique au niveau du casting. Ils sont tous parfaitement castés. Cillian Murphy... je le trouve juste énorme, mais comme dans tous ses films, il est juste parfait. Et puis on a réussi à caster des personnes vraiment, mais très justement. Emily Blunt, elle est parfaite. Robert Downey Jr., il est incroyable. Rami Malek est très très bien, dans un rôle qu'on ne voyait pas venir. Il utilise un peu, vous savez, avec ses petits yeux de batracien là, et tout, son côté un peu maladroit qu'il peut avoir parfois. Et bien là, ça fonctionne très très bien dans ce rôle qui est écrit pour lui, qui va être à l'origine d'un twist. Alors il y a des twists qui veulent être des twists, mais ça fonctionne pas vraiment. Le film est de toute façon beaucoup moins malin qu'il n'en a l'air au niveau du scénario, mais on a vraiment très bien casté acteurs, actrices. Il y a Florence Pugh aussi qui est vraiment magnifique, qui a toujours cette espèce de charisme, cette sensualité, j'ai envie de dire presque cette sexualité fiévreuse qu'on peut sentir dans Black Widow, qu'on peut sentir dans ses premiers films. Donc elle est là très très bien utilisée, à juste titre, puisqu'elle est un petit peu la tentation pour le héros de l'histoire, Oppenheimer, donc ça fonctionne bien. Ils sont tous très très bien castés, ça marche parfaitement bien à ce niveau-là, vous allez voir un grand film hollywoodien. Et vous vous dites,
Qu'est-ce qui pêche donc? Et ce sera le cœur de cette émission, ce qui pêche selon moi, c'est le montage. Là, pour le coup, ça ne marche pas du tout. J'ai eu l'impression, sincèrement, d'assister à une gigantesque bande-annonce de 3 heures. Et là, pour le coup, je suis sincère avec vous, hein. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir une bande-annonce de 3 heures. Le film s'ouvre, si je me souviens bien, il n'y a même pas de crédit, il n'y a rien, hein. Le film commence directement, vous arrivez avec le petit fission, 2 fusions, je crois. On vous annonce tout de suite qu'il y aura des différents moments dans le récit, il y a certaines scènes filmées en noir et blanc. Là encore, Nolan veut faire son auteur, voilà, je vais vous faire un grand film de cinéma, et puis voilà, certaines scènes en noir et blanc, certaines scènes en couleur, tout ça. Mais au niveau du montage, ça fonctionne pas du tout pour une simple et bonne raison, c'est que c'est une succession de scènes très courtes qui sont entrecoupées, entrelardées d'autres scènes. Des scénettes coupées par d'autres scènes. Franchement, 3 heures de bande-annonce. Au bout d'un quart d'heure, j'estime à un quart d'heure, mais c'était peut-être moins, j'étais dans la salle en train de me dire, j'espère que tout le film ne sera pas comme ça, parce que je trouvais ça très difficile à suivre. Et vous pourrez peut-être vous dire que du coup, comme c'est très rapide, que c'est assez cuté, que ça va vite, que le film passe rapidement. C'est tout le contraire. Moi j'ai eu une sensation d'ennui, mais alors prenante. Je me tortillais encore une fois sur mon fauteuil, et pour la première fois j'avais envie de regarder mon portable pour voir quelle heure il était. Parce que le film, au final, raconte pas grand-chose. Si vous voulez monter comme ça avec une succession de scénettes, on a du mal à s'accrocher aux personnages. On sait que les acteurs jouent bien, et c'est ce qui m'est apparu à la fin du film. Je me suis dit, mais Cillian Murphy livre une incroyable prestation, hein, tout simplement, aidé par des effets spéciaux magnifiques, parce que les effets de vieillissement aujourd'hui, c'est pas du CGI, hein, on a maquillé les acteurs sur le plateau, ça sent Robert Downey Jr., Cillian Murphy justement, Emily Blunt même, on ressent bien le temps qui passe, le temps qui a passé à travers leur visage, ça fonctionne à fond, donc il livre une très belle prestation sur le plateau, mais elle est un petit peu charcutée au montage. Au montage, on n'a pas de plan long. Et moi, ça, c'est mon idée du cinéma, hein. Mon idée du cinéma, c'est quand même des plans qui durent, des plans qui font parler les regards, qui font parler les acteurs, sans une parole, sans la lourdeur d'une mise en scène un peu appuyée. Non, franchement, moi, j'aime cette espèce d'exposition, ce temps qu'on laisse à l'image, d'imprégner la rétine. J'aime aussi des projets ultra cutés, je peux apprécier un Transformers, peu importe. Mais je veux dire, là, pour le coup, mon idée du cinéma, c'est quand même ça avant tout, c'est vraiment l'idée de laisser respirer la pellicule, quoi. Mais là, le montage est carrément aux fraises, pour moi, mais alors, aux fraises. La monteuse, c'est Jennifer Lame, qu'on a déjà vu à l'œuvre sur Hérédité, sur Black Panther 2, sur Tenet, forcément. Donc elle y est pour rien, la pauvre, parce que c'est le film de Christopher Nolan, d'ailleurs, à la fin, en premier, écrit et dirigé par Christopher Nolan, voilà, bien entendu. Donc la pauvre Jennifer, elle y est pour rien, elle suit strictement les indications de son metteur en scène. Et lui, il veut ce type de montage pour ce film. Mais le problème, c'est que je trouve vraiment qu'on a du mal à s'investir quand on a l'impression d'être ballotté presque comme dans un grand 8 en permanence, d'une scène à l'autre. Et ça, c'est un parti pris de Christopher Nolan que je peux pas comprendre, sincèrement. J'ai pas été du tout porté, c'est la raison principale pour laquelle j'ai pas reçu ce film. Après, au bout d'un moment, comme je vous le dis, Christopher Nolan, il a essayé de faire un film un peu autorisant. Il va pas s'en cacher, donc il a essayé de faire un film en se disant ouais, voilà, je vous livre une belle œuvre sur Oppenheimer, mais quand je revois dernièrement des films de Huston ou de Ford, là il y a du plan, on prend son temps, là on prend pas du tout son temps, et du coup forcément au bout d'un moment ça m'agace, et on commence à voir certains défauts du film, et là par exemple au niveau de la mise en scène, pas de la réalisation, parce que les scènes sont très bien filmées, les plans sont bien cadrés, c'est très très beau, mais au niveau de la mise en scène, la façon de penser les scènes, ça finit par être même un peu lourdeau, voire un peu raté. Au niveau de la musique, un petit mot sur la musique, on la doit à Ludwig Göransson, que vous avez sûrement entendu dans Mandalorian, le mec il a fait Tenet aussi, Black Panther, le 1 et le 2, Venom, une musique passe-partout, une musique de nappe assez synthétique qui rappelle un peu Hans Zimmer, normal. Et donc sa partition, elle est ni désagréable ni particulièrement agréable, elle est juste bien, voilà, il utilise la méthode Zimmer, hein, c'est-à-dire 3 notes de piano, 3 notes de guitare, qu'on sublime avec de beaux arrangements, c'est pas mal. Mais là, la musique aussi, elle est aux fraises parce qu'elle est placée à des moments qui sont totalement pas adéquats. Il y a des moments, d'un coup, c'est tonitruant, alors qu'il se passe rien à l'écran. Je me suis dit, mais pourquoi donc? Ils viennent découvrir leur nouvelle maison, et là, vous avez une espèce de thème un petit peu fort, un petit peu comme s'il allait se passer quelque chose d'incroyable alors qu'ils découvrent une maison. Vous avez ce moment où ils s'habillent. Oppenheimer est alors habillé en tenue militaire, et il y a, je sais plus quel scientifique qui lui dit, et puis vire-moi cette tenue, sois toi-même. Et là, il revêt son chapeau, il revêt son costard, et vous avez une musique, on se croirait dans Man of Steel, quoi. Genre, le mec, il s'habille, et vous n'avez pas de douceur, il y a vraiment une musique presque tonitruante, presque film de super-héros, un peu lourdingue.
Christopher Nolan, c'est pas le maître de la finesse, je trouve. Hein. Depuis Inception, j'aime beaucoup ce film, mais j'avais tendance à le trouver un peu lourd aussi. Assemblage musique, mise en scène, des fois c'est un petit peu lourd. Là, je trouve ça parfois pâteau, voire parfois complètement décalé. Le personnage joué par Florence Pugh, je vous ai parlé d'une sexualité fiévreuse, et il y a un moment, Oppenheimer est interrogé, et pour bien montrer au spectateur qu'il se sent touché dans son intimité, qu'on le met à nu, et ben on le représente nu, en train d'être interrogé par le comité, et là, même sa femme le voit, en train de faire l'amour à Florence Pugh devant la table. C'est absolument ridicule. J'ai trouvé cette scène, mais ridicule. J'étais là en train de me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Comme s'il fallait asséner de très lourds messages au spectateur en disant, t'as vu, hein, là il est mis à nu et sa femme comprend, elle le voit, elle est traumatisée parce qu'elle le voit faire l'amour à une autre femme. Cette scène, elle est vraiment naze, sincèrement. Et il y a d'autres scènes que j'ai trouvées complètement loupées, parce que dans cette envie qu'a Christopher Nolan de faire un grand film, un très grand film, et bien des fois il se dit je vais essayer de surprendre le spectateur, de lui donner l'inverse de ce qu'il attend, mais en donnant l'inverse de ce que vous attendez, vous êtes parfois déçu. Est-ce qu'il y a moins cinégénique, moins cinématographique qu'une explosion atomique, cette espèce de nuage, de boule de feu qui monte dans l'atmosphère, cette espèce de champignon, de fumerole là, et bien au moment où la bombe atomique explose, dans le désert, je sais plus, ils sont au Nouveau-Mexique, au moment où la bombe explose, c'est filmé avec un silence assourdissant, vraiment, c'est filmé avec des lumières, avec des regards, mais on n'en prend pas plein les yeux. Moi, j'en ai pas pris plein les yeux. Peut-être que vous avez trouvé ce moment extraordinaire, je sais pas. Moi, pas du tout, je suis resté sur ma faim, je me suis dit, voilà, on nous montre ça en disant, voilà, vous êtes venu voir une bombe atomique exploser, vous allez la voir, mais... On la voit, je me suis même pas mis à la place des acteurs à ce moment-là, à la place des personnages. Je me suis pas dit, waouh, Non, j'ai pas ressenti grand-chose, sincèrement. On la voit exploser, voilà, ouais, super, on a fait exploser notre bombe. Je trouve que ça fonctionne pas. Et il y a plein de choses comme ça dans un film surcuté qui passe d'un moment à l'autre, qu'on voit pas. Moi, j'étais venu chercher, en fait, avec Oppenheimer, un grand récit à hauteur humaine, vraiment un récit intimiste pour comprendre comment on peut... Enfin, cette dualité entre la science et la destruction, vous voyez, j'étais venu voir l'histoire d'un homme qui a créé l'engin de destruction massif le plus fou qui ait jamais été créé sur cette planète, un engin qui est capable, à un moment on l'évoque même, de détruire l'humanité. D'ailleurs, est-ce qu'il n'a pas inventé l'engin capable de détruire l'humanité dans son intégralité? La question reste ouverte dans le film. Mais moi, j'étais venu voir ça. J'étais venu voir comment on vit avec soi-même quand on a poussé la science jusqu'à ce paroxysme au point de se dire, voilà, j'ai créé l'engin de destruction ultime en s'abritant derrière des faux semblants, en se disant, oui, mais on va peut-être pas l'utiliser pour faire la guerre, là. C'est ouvertement une bombe. On crée une bombe. Une bombe, son but, c'est d'exploser, comme disait Tommy Lee Jones dans Blowout. Donc, Blown Out. Ah non, c'est Blown Away, le film. Blown Away. Donc, quand on crée une bombe, c'est pour la lancer sur quelqu'un. Et dans le film, je trouve pas ça. Je trouve pas ça à travers le personnage de Cillian Murphy. On essaye de nous l'asséner avec un peu de lourdeur, encore une fois, avec une finesse que je dirais pachydermique, mais je trouve que ça fonctionne pas. Comme les plans sont très courts, comme on laisse pas le temps aux acteurs de respirer à l'image, et ben finalement, on sait pas vraiment comment le vit Oppenheimer. Est-ce que c'est un hypocrite? Est-ce que c'est un... On sait pas vraiment. On n'a pas ce temps de se faire au personnage. Et en même temps, au moment où je vous parle, là, je me rends compte qu'il y a un truc qui me gêne dans ce film. Finalement, c'est cette absence de parti pris, cette absence de position qu'a Nolan par rapport aux événements qui nous sont présentés, par rapport aux actes des personnages, tels qu'ils sont décrits dans le film. Il n'y a aucun jugement de sa part. Alors on peut trouver ça très bien, hein, d'être mis comme ça devant les faits, de devoir nous-mêmes nous faire une idée des personnages qui nous sont présentés, mais finalement, moi quand je vais au resto, j'ai pas envie qu'on m'apporte le curcuma, le curry, le sel et le poivre, j'ai envie qu'il y ait une vraie proposition dans l'assiette. Au Cinoche, c'est la même chose, j'ai envie que le metteur en scène me présente sa vision des événements, un peu ce qu'il en pense. On n'aime pas, peu importe, ça nous met mal à l'aise, ça nous contente. Après, on en discute, mais au final, j'aime bien avoir une vraie force de proposition. Ce qu'on n'a pas du tout dans ce film, parce que Nolan nous présente ce personnage d'Oppenheimer, il nous le présente vraiment comme ça, brut sur l'écran, à nous d'en tirer des conclusions. En réalité, ce personnage, est-ce que c'est un psychopathe de la pire espèce? Parce qu'au début, c'est carrément un serial killer en devenir, hein. Le mec, on lui parle un peu de travers, il y a un prof qui lui parle de travers, et le mec, il veut empoisonner sa pomme avec du cyanure, donc c'est carrément un malade. Et puis plus tard, on le voit parier avec une certaine naïveté aussi sur le fait que l'atmosphère peut s'embraser, il parie 10 balles là-dessus. Est-ce que c'est un
Un fou, carrément, un psychopathe de la pire espèce? Est-ce que c'est un manipulateur de génie? Manipulateur de génie, il l'est sans aucun doute, parce que vu comment on nous est présenté la fin du récit, c'est un manipulateur, c'est un génie qui a toujours un coup d'avance sur tout ce qui va se passer, donc en fait, le film nous laisse face à ça, comme ça, à vous de vous faire votre propre opinion. Moi, spécialement, j'aurais aimé avoir l'opinion de Nolan là-dessus. Surtout que parfois, il a des réactions différentes d'un plan à l'autre. Je veux dire, il va faire un discours va-t-en-guerre devant une foule conquise parce qu'il se laisse un peu porter sur l'instant. Ouais, dommage qu'on n'ait pas lancé cette bombe sur les Allemands plus tôt, et puis les gens applaudissent. Et dans le même temps, il est un petit peu touché par ce qui se passe. Il a des visions, mais là encore, les visions sont un peu lourdes. On se croirait dans Terminator 2. Ça fonctionne vraiment pas. Enfin, ça n'a pas fonctionné sur moi, encore une fois. Et dans ce film que j'étais venu chercher, bah moi, j'ai pas été servi. Hein. Je venais vraiment chercher un récit à hauteur d'homme, un récit intime. Et j'ai pas vu ça. J'ai pas vu un très grand spectacle, au sens, on m'a pas donné du spectaculaire. Et au niveau des personnages, c'est tellement haché, ça va tellement vite, ben, qu'on me donne pas de l'humain, quoi, tout simplement. Moi, j'ai pas été très touché. Le personnage d'Emily Blunt, par exemple, il y aurait pu avoir une magnifique histoire d'amour au cœur du récit, comme savait le faire James Cameron à l'époque, une très très belle histoire d'amour qui aurait porté tout ce récit. Moi, j'aurais plutôt accentué là-dessus, sur cette histoire, sa relation avec sa femme. Et finalement, non, ils sont tous les deux un petit peu froids l'un envers l'autre, il n'y a pas une vraie passion. Il y a un couple qui s'est mis ensemble pour un but commun, mais on sent pas de réelle passion dans ce film. Et il y a beaucoup de choses qui sont occultées comme ça, qui du coup passent à la trappe. Par exemple, la perception qu'a pu avoir le public américain à l'époque de la bombe atomique. Ça n'est pas vraiment montré. On préfère effacer ça. Au moment où la bombe atomique est lâchée sur Hiroshima, Nagasaki, on voit, ouais, super, on a fini la guerre, tout ça, on voit un peu les doutes et les atermoiements des uns des autres, mais pour le coup, on ne voit pas vraiment la réaction de la société américaine. Moi, ça m'aurait intéressé, de voir la réaction de la société américaine à l'époque, comment avait été perçu cet acte. Est-ce que vraiment la société américaine se réjouissait d'avoir lâché la bombe atomique, ou alors est-ce qu'au contraire, il y avait beaucoup de gens quand même qui se disaient que c'était un petit peu beaucoup, des centaines de milliers de morts, des gens qu'on avait brûlés vifs comme ça, juste pour marquer le fait qu'on avait la plus grosse. Je sais pas trop comment c'était perçu à l'époque, et j'aurais bien aimé le voir dans ce film. Mais non, là, Christopher Nolan, il préfère boucler son film à la fin sur une histoire de procès. On se croirait dans un film d'Oliver Stone. Ça fonctionne pas trop, on essaye de laisser des petites choses, genre en suspens, comme qu'est-ce que Einstein a pu lui dire à ce moment-là, et puis ça revient en fin de récit d'un coup, mais qu'est-ce qu'Einstein a pu lui dire ce jour-là? Ce qui est un artifice qui a été utilisé dans des tonnes de films, hein, le côté mais qu'est-ce qu'il t'a dit avant de mourir, tout ça, qu'on fait traîner jusqu'à la toute fin du film. Bah là, on fait traîner un échange relativement anodin, comme ce film, comme ce Oppenheimer finalement, qui ne m'a pas vraiment porté. Pour le coup, moi je me pose une question, c'est quand Christopher Nolan réalise ce film, quand Christopher Nolan met en scène ses personnages, est-ce qu'il finalement il se voit pas un peu dans ce Oppenheimer? Alors il y a un très bon parallèle avec le Prométhée moderne, d'ailleurs qui est le titre du bouquin, je crois, dont est tiré le film, parce que c'est tiré d'un bouquin quand même, donc je pense que bien sûr c'est très très juste hein, au niveau de la véridicité des faits et tout, je pense que c'est nickel, hein, comme toujours chez Nolan, mais moi je me pose sincèrement la question de savoir si à un moment Nolan s'identifie pas à ce Oppenheimer, à ce mec qui est un peu ballotté, je sais pas s'il a pas ce même syndrome un peu, à un moment de se prendre un peu pour Dieu, c'est un peu le syndrome d'Oppenheimer, vraiment de vouloir pousser ça, de vouloir pousser la science, pouvoir aller plus vite que les autres, et Nolan, est-ce qu'il a pas un peu ce syndrome-là aujourd'hui, parce que Tenet, c'était vraiment petit malin et très très prétentieux, je trouve. Et ce Oppenheimer, je le trouve aussi, au final, ce produit fini qui nous est livré, ces 3 heures de film, moi je trouve ça très prétentieux. Je trouve qu'on sent vraiment la note d'intention derrière de faire un très grand film, d'écraser la concurrence, de livrer le biopic un peu ultime. Pour moi, ça s'effondre comme un pétard mouillé, ça marche pas du tout en guise de bombe atomique, c'est ça, un petit pétard. Mais bon, là encore une fois, c'est personnel, moi j'aime bien en biopic, je vais adorer le Walk the Line de Mangold, que je trouve juste parfait, il y a plein de biopics que je vais adorer, peut-être aussi parce que ça parle de musique que ça me touche plus, je sais pas. Ce qui m'intéresse moi, c'est votre avis. Est-ce que vous avez bien reçu ce Oppenheimer? Est-ce que c'est un très grand film pour vous? Ça m'intéresse vraiment, restez bienveillants, hein, pas la peine de m'insulter, hein, de toute façon... Vous pouvez me dire dans les commentaires que j'ai rien compris, que je suis un idiot. Comme disait Coluche, moi je suis con, mais putain j'aime ça. Moi je suis un imbécile de toute façon. Mais si vous avez un avis divergent et que vous voulez l'exprimer dans la gentillesse et la bienveillance, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment, parce que peut-être que je suis passé à côté de quelque chose. Et votre avis m'intéresse vraiment pour une autre chose aussi, c'est que j'ai lu aucune critique, rien sur ce film pour l'instant. Je sais pas s'il est bien reçu, je sais pas s'il est conspué, je sais pas si les gens encensent Nolan ou pas, j'en ai aucune idée, donc votre avis m'intéresse vraiment. Alors souvent, je vous le dis, le principe de ces réactions à chaud me plaît moyennement, parce que
tous ces films, finalement, je peux les réévaluer, éventuellement sur le tard. C'est pas impossible qu'un jour, dans 15 ans peut-être, je dise que ce Oppenheimer était en fait un grand film et que j'avais rien compris. Ça m'est arrivé par le passé, ça m'arrivera encore, forcément. Mais pour le coup, j'ai de forts doutes. Parce que Tenet m'a pas plu, j'ai pas envie de le revoir. Oppenheimer, ça m'a tellement fait me tortiller, là, comme un verre des sables, que franchement, j'ai pas envie de le revoir demain. Je l'achèterai pas en 4K, ça c'est sûr. Même en tant que complétiste, j'aurai pas toute la filmo de Nolan, ça c'est sûr. Et c'est donc là que va s'achever cette petite émission. Je sais pas au montage combien ça ferait, j'ai encore beaucoup parlé. Comme d'habitude, des fois je me saoule moi-même, j'arrive pas à m'arrêter. Voilà, j'espère que cette émission vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça aide beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, ça c'est super sympa. Les échanges sont vraiment chouettes, c'est toujours enrichissant pour moi aussi. Il y en a qui me disent « Ouais, je sais pas pourquoi je te parle de ça ». Mais c'est toujours cool, c'est toujours chouette d'échanger avec vous. Pour l'instant, en plus, on peut le faire, on n'est pas trop nombreux. Donc il y a quelques commentaires qui arrivent. Je suis content d'y répondre, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, d'ici là, passez un bel été, hein, profitez de tout comme d'habitude, soyez curieux, ça c'est ce que je vous dis à chaque fois. Et on se retrouve forcément très bientôt. Moi, je prends plus de vacances, là, donc je vais pouvoir vous redonner un petit peu de contenu. Et c'est là donc que je vous balance le traditionnel. À la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!